donc, je ne vous parlerai pas de ce programme-là, mais je vais plutôt donc vous parler plus particulièrement d'un programme qui démarre. Donc, c'est plus intéressant quand on est au début d'un programme. Alors, ce programme, donc, c'est Maurice Cotte. Donc, c'est un programme qui porte sur, je vais y revenir plus largement, sur une étude des risques côtiers à Maurice en lien avec le changement climatique. Alors d'abord, quelques petits éléments de contexte. Maurice, c'est une île tropicale de l'hémisphère sud qui est marquée évidemment par un linéaire côtier très important et notamment par l'importance des récifs coralliens que vous voyez qui enserrent la totalité de l'île. Donc, et qui est confrontée en particulier à deux types d'aléas. L'érosion côtière et le recul du trait de côte en lien évidemment avec un certain nombre d'événements climatiques. Je vais revenir là-dessus. Donc, deux aléas majeurs. Et ce littoral, en parallèle, eh bien, il est le lieu de l'installation d'activités humaines majoritaires à Maurice. C'est un littoral qui est très densément peuplé. Alors, l'île en elle-même est très densément peuplée. Il y a plus de 1,3 million d'habitants. Et le littoral cristallise un grand nombre d'activités. Le secteur économique majeur qui est le tourisme, qui contribue pour plus de 30% du PIB de Maurice, mais également l'urbanisation. Port-Louis, la capitale, est sur le littoral et une grande partie des infrastructures, des routes, des secteurs d'activité principaux pour l'île sont situés en zone littorale. Donc ça, c'est le contexte. Alors, j'ai zoomé, je suis allée voir un peu sur Google Earth, et pour vous montrer déjà l'importance de cette emprise humaine et anthropique sur les zones littorales. Donc, vous avez ici Port-Louis, la capitale. Je n'ai pas le curseur, c'est pas grave. Donc, Port-Louis, la capitale, qui a, vous le voyez ici, une emprise très forte, marquée par le port franc. C'est le siège évidemment politique de l'île, mais un grand nombre d'activités financières et économiques et bancaires dans cette ville, mais aussi plus au nord. Et donc, c'est particulièrement, je vais zoomer là sur cette partie-là, Grand B, qui est le grand secteur touristique de l'île, avec, vous voyez, une emprise urbaine et hôtelière extrêmement forte tout autour de la baie. Donc, un littoral extrêmement anthropisé et qui va évidemment être particulièrement concerné par la problématique du réchauffement climatique, puisque aujourd'hui, un certain nombre de prévisions qui se confirment, voire qui s'aggravent, ont été particulièrement soulignés soit dans les rapports du GIEC, soit dans différents travaux qui sont menés sur ces questions-là dans la région. Donc, ce secteur sud-ouest de l'océan Indien, d'ores et déjà, est particulièrement concerné par la trajectoire cyclonique et donc des cyclones qui régulièrement affectent de près ou de loin l'île. Mais le changement climatique à venir va donc accélérer et accentuer ces aléas. D'abord par un effet direct sur la remontée du niveau marin. Donc, on est aujourd'hui à plus de 4 mm de remontée par an et les prévisions, encore une fois, qui se confirment, montrent que dans les 10 ou 20 prochaines années, on va être largement au-delà. Donc, remontée du niveau marin, une augmentation de la température des eaux de surface qui va accélérer la cyclogénèse et donc multiplier les cyclones et notamment les gros cyclones. Vous avez entendu parler de celui d'Irma dans la zone Caraïbe. Ces gros mastodontes de classe 5 arrivent de plus en plus. Il y en a eu plusieurs l'année dernière qui sont passés heureusement au large, mais c'est évidemment une perspective qui est extrêmement inquiétante et à considérer. Et puis globalement, le problème aussi de ce réchauffement affecte l'eau, l'acidité de l'océan et la salinité, qui entraînent une dégradation des écosystèmes et en particulier vont affecter directement les récifs, dont je vous ai montré l'importance dans la diapo précédente. Et ces récifs jouent un rôle évidemment majeur au niveau de la submersion marine, puisqu'ils protègent le littoral des vagues, de la houle qui est générée au moment des épisodes cycloniques. Donc, là aussi, une atteinte à ces récifs, une atteinte à ces écosystèmes a un effet direct sur les enjeux des littoraux mauriciens. Donc, vous le voyez, ce changement climatique, on le sait, ce ne sont plus des prévisions hypothétiques,
On ne sait juste pas dans quelle proportion ça va se passer, mais ce changement climatique va avoir des effets sur les aléas côtiers et donc sur les enjeux, vous voyez, qui sont extrêmement importants sur ces zones-là. Alors, voilà, je résume. Parallèlement à ces effets et à ce contexte de changement climatique, l'évolution aussi de la société et des activités à Maurice confirme et accentue la pression sur les littoraux. Les nouveaux investissements, les nouvelles constructions ont lieu sur les littoraux. Donc, il y a une urbanisation littorale qui se densifie sur ces espaces. Donc, l'exposition est encore plus forte au risque. Et puis, encore une fois, toutes les activités économiques, les infrastructures, les routes, etc., se concentrent sur ces espaces. Alors, c'est dans ce contexte que le gouvernement mauricien a demandé une étude pour évaluer les effets de ces risques côtiers sur les littoraux en lien avec les prévisions et le contexte du changement climatique. Alors, cette commande, elle a été faite donc, par le gouvernement mauricien à travers son ministère de l'Environnement, a été financée par l'AFD, l'Agence française de développement, à hauteur d'1 million d'euros donc, sur 2 ans. Le programme démarre juste, ça a été signé en juillet 2022, et le projet a été confié au BRGM, qui est le Bureau de recherche géologique et minière en France, qui est spécialiste du risque, qui concentre des experts sur les aléas, plutôt sur la partie aléas. Et donc, une convention tripartite a été signée entre ces 3 acteurs principaux, donc le gouvernement, l'AFD et le BRGM. Comment l'Université de Limoges et Géolab interviennent là-dedans? Eh bien, en tant que partenaire, il y a 3 partenaires dans le projet. Météo France, évidemment, qui est très important puisqu'il va fournir des données déterminantes pour mesurer, on va le voir à différents pas de temps, pour mesurer l'évolution de ce changement climatique et ensuite pour pouvoir faire des modélisations sur les littoraux. Géolab, je vais y revenir puisque c'est notre rôle à nous sur la partie plus enjeux et vulnérabilité. Et puis l'Université des Mascareignes à Maurice, j'y reviendrai, qui est à la fois associée dans le projet, mais également au niveau du transfert. Et c'est bien que tu aies parlé justement tout à l'heure de cette interface entre l'axe développement durable et l'axe transfert, puisque c'est un projet qui vise à travailler sur ces deux aspects. Donc, il s'agit de mener une étude opérationnelle. Alors, le gouvernement a été très clair. Il ne finance pas une recherche. Alors, c'est de la recherche, en fait, mais c'est d'abord une commande avec l'idée donc de mesurer de façon la plus précise possible les différents scénarios d'évolution des risques côtiers. Et donc, l'objectif étant de réduire la vulnérabilité des populations, des enjeux, du bâti, des activités économiques. À l'île Maurice et aussi à Rodrigue, puisque, alors je ne l'ai pas dit, mais Rodrigue est une petite île qui dépend de la République mauricienne, qui est située à peu près 1500 km de Maurice. Et donc, dans ce contexte de changement climatique, le gouvernement a besoin de cette étude pour ensuite mettre en place un certain nombre de dispositifs visant à réduire cette vulnérabilité. Là, je passe vite, mais donc plusieurs équipes. Il y a l'équipe Cyclone, donc il va y avoir toute une équipe du BRGM qui va travailler sur des estimations de l'évolution des cyclones, des trajectoires de cyclones, de la force de ces cyclones, puisque c'est une des composantes majeures de l'aléa qui produit des risques sur les littoraux. 2 équipes ensuite submersion-érosion, puisque ce sont les 2 impacts directs liés notamment à cette cyclogénèse sur le littoral, parce que le littoral, il va être vite submergé par les vagues, par l'augmentation de la houle, etc. Mais aussi, il va être impacté dans un processus d'érosion. Et vous le voyez, vous avez tous vu, c'est des littoraux qui, au lendemain de tempête, ont reculé. Cette érosion côtière, évidemment, c'est un enjeu extrêmement important, compte tenu de l'anthropisation très forte des littoraux. Donc, nous, à Géolab, on va plutôt se positionner sur la 4e brique, c'est l'équipe risque. Pourquoi? Parce que Géolab, c'est un laboratoire donc à Limoges dont l'objet principal est de travailler sur l'environnement, mais d'avoir une approche sociale de l'environnement. Autrement dit, on ne travaille pas sur les aléas, on ne mesure pas, on ne modélise pas
des évolutions climatologiques ou géomorphologiques, mais on va en revanche davantage travailler sur les enjeux, les impacts sur les populations, sur les infrastructures et aussi sur les perceptions des risques. Donc, c'est notre expertise à Géolab et c'est pour cette raison que nous avons été sollicités comme partenaires dans ce projet. Donc, une petite équipe s'est constituée. Le projet finance un postdoc de 14 mois. On est en train de lancer le recrutement. Donc, un enseignant-chercheur, 2 ingénieurs cartographes, et puis autour, travailleront aussi probablement des stagiaires, mais aussi, j'y reviendrai, des stagiaires de l'Université des Mascareignes. Alors, je zoome maintenant sur le travail que nous allons mener à Géolab. Donc, l'objectif, c'est, vous l'avez compris, d'être plutôt sur la partie enjeux et vulnérabilité. Une fois que le travail aura été fait par les autres équipes qui vont nous dire, en gros, sur le pas de temps actuel 2050 et 2100, voilà de combien le niveau de la mer va augmenter, combien il y aura probablement de cyclones et de quelle force, et à combien on estime les problématiques de submersion et d'érosion côtière, eh bien, on va croiser ces aléas avec une analyse que nous allons mener, nous, de notre côté, sur les enjeux et les vulnérabilités des secteurs côtiers. Autrement dit, et là, c'est les trois objectifs que nous nous sommes fixés à Géolab. D'abord, établir une typologie des enjeux impactés. Concrètement, quels sont les secteurs d'activité économique? Que représente-t-il et que pèse-t-il dans l'économie ou dans la société en général? Faire une cartographie très précise donc du bâti, des activités, des routes, des infrastructures, de l'importance des parcelles agricoles, de la pêche. Donc, c'est toutes ces informations-là qu'il va falloir synthétiser et qu'il va falloir cartographier pour avoir une vision très précise de l'ensemble des enjeux qui vont être impactés directement sur le littoral. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette fois-ci évaluer la vulnérabilité, parce que les enjeux sont là, mais on va le voir, évidemment, ils vont, selon leur vulnérabilité, évidemment, et selon leur importance ou pas, je vais travailler un peu, je vais vous expliquer un petit peu plus précisément tout à l'heure ce que j'entends par vulnérabilité, eh bien, il va y avoir ensuite des effets qui vont être plus ou moins dévastateurs, selon le degré de vulnérabilité de ces enjeux. Et puis, le troisième objectif, c'est de favoriser un transfert de compétences au terme et tout le long de ce travail auprès des acteurs universitaires et mauriciens. Je vais essayer d'aller vite. Donc, typologie des enjeux. Donc, la méthode, évidemment, va passer par de l'observation de terrain. Donc, le ou la postdoc qui sera recruté, plus moi et nos collègues de Géolab, de cartographes. Nous allons travailler donc à la fois à travers l'observation de terrain, mais la collecte de données auprès des différentes institutions pour essayer de cartographier de façon assez fine ces aléas et de pouvoir croiser ces cartographies avec la cartographie qui aura été mise en place par les équipes érosion, submersion et cyclone. Deuxième élément, la vulnérabilité des différents enjeux, c'est peut-être là où la plus-value de Géolab est peut-être la plus importante, parce qu'il s'agit évidemment, à partir de données démographiques et statistiques, de mesurer la densité de population, la disposition de ces populations, de ces activités par rapport aux traits de côte, à quelle distance en particulier, etc. Mais surtout, il va y avoir toute une enquête par questionnaire ou par entretien auprès des populations en particulier qui habitent ces zones-là. Et là, ça nous renvoie au contexte social et culturel de Maurice, qui est marqué par un multiculturalisme très important, différentes communautés de différentes origines qui cohabitent et qui en même temps sont traversées par des fragmentations sociales très fortes. Si je schématise, mais on a en haut de la hiérarchie sociale à Maurice un tout petit pourcentage de population qu'on appelle les franco-mauriciens, qui sont des descendants de Français installés à Maurice au moment de la colonisation française, qui était très très courte, mais qui a néanmoins maintenu en fait ces familles, ces grandes familles de blancs mauriciens qui détiennent aujourd'hui l'essentiel de l'appareil économique mauricien. C'est les grands groupes sucriers qui ont
dirais, traversé toute l'histoire de Maurice, qui était une île à sucre, hein, comme vous le savez. Ces grandes familles sucrières sont des franco-mauriciens. Donc, ils occupent le haut vraiment de l'échelle sociale et économique, mais ils constituent à peu près 3% de la population. Il y a ensuite une grosse partie de la population qui est majoritairement hindoue, qui est venue après l'abolition de l'esclavage au titre de l'engagisme, ce qu'on avait appelé l'engagisme, c'est-à-dire qu'on a fait appel à des populations de travailleurs sous contrat qui sont venus d'Inde. Je passe vite, hein, donc une grosse partie aujourd'hui de la population mauricienne est d'origine indienne, avec deux groupes importants, les hindous et les musulmans, qui constituent donc cette partie hindoue. Les hindous qui ont aujourd'hui ont le pouvoir politique, et alors bien sûr avec des différenciations entre classe moyenne inférieure, classe moyenne supérieure, mais globalement constituent l'essentiel de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure à Maurice. Et puis la troisième catégorie, c'est les créoles, qui sont à la fois les descendants d'esclaves africains, hein, qui étaient présents au moment de la colonisation, qui constituent à peu près 20 à 30% de la population, et qui globalement occupent le bas de la hiérarchie sociale à Maurice. Et donc cette connaissance fine de la structuration sociale et culturelle à Maurice est extrêmement importante pour mesurer ensuite la vulnérabilité des populations qui habitent ce littoral. Parce que selon évidemment la maison qu'on a, les moyens dont disposent les familles, on construit de différentes manières. On a des activités qui peuvent soit être déplacées ou pas. Et donc, tous ces éléments sont évidemment à prendre en compte pour mesurer de façon fine la vulnérabilité très différenciée des populations et des activités qui sont déployées tout le long du littoral. Et ça sera l'objet d'un gros travail d'enquête, à la fois par entretien et par questionnaire, qui sera mené sur place pour mesurer cela. Enfin, dernier point, et c'est aussi un aspect, moi, qui me tient particulièrement à cœur, qui est de profiter aussi de ce travail pour opérer un transfert de compétences, pas que de connaissances. Il ne s'agit pas juste de donner clé en main les résultats d'une étude à un ministère qui nous l'a demandé, mais c'est profiter des expertises différentes qui sont mobilisées dans le cadre de ce travail pour former, pour inclure des acteurs mauriciens, et plus particulièrement des personnels de l'Université des Mascareignes, dans laquelle je travaille. Donc, que ce soit des doctorants qui travaillent sur des sujets plus ou moins liés au développement durable ou dans ces problématiques de changement climatique, mais aussi des étudiants de master qui peuvent être formés dans le cadre de stages pour aller, par exemple, faire des enquêtes auprès des populations. C'est se former aussi à certains logiciels, à la modélisation. Donc, c'est tous ces éléments-là qui, pour moi, sont extrêmement importants et qui vont constituer la troisième phase du travail que nous allons mener dans le cadre de Maurice Scott. Voilà. J'ai fini. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y aura des questions ou si on les posera après. Le temps que je vais poser une ou deux questions. Merci. Oui, merci beaucoup Nathalie pour cette présentation extrêmement claire. Une interrogation, c'est justement comment tout cela va être rendu au ministère qui est le financeur, qui passe la commande. Comment tu vois le rôle des universitaires dans ce transfert et dans l'utilisation derrière de ces résultats pour mettre en place éventuellement de nouvelles politiques, etc. Comment vous prévoyez de vous impliquer si vous en laissez la place, évidemment, par rapport au gouvernement, enfin, aux autorités qui vont demander ça. Mais la question, c'est dans la transmission ou c'est dans l'après? Dans l'après, oui. Pas la transmission auprès des acteurs universitaires. Évidemment, tu vas rendre le rapport au ministère, mais est-ce que tu vas les accompagner derrière? Est-ce que ce sera possible? Et comment tu vois ça?
Alors, pour moi, ce n'est pas une question facile. Je pense que l'intérêt justement d'associer des universitaires mauriciens, c'est que le relais puisse être pris auprès de ces universitaires-là pour ensuite assurer le suivi et l'implémentation après de politiques de prévention, éventuellement de déplacement de certaines activités, enfin des recommandations qui seront faites dans le rapport. À mon avis, la meilleure manière de rendre les choses efficaces, ce serait vraiment justement de capitaliser sur ces personnes-là qui auront été intégrées depuis le début au projet et qui permettront ensuite d'opérer ce suivi-là. Non. Merci. Moi, j'aurais une question, mais on va plutôt, je vais les garder un peu pour alimenter la table ronde et puis on va plutôt passer la parole à Miguel. Merci. Est-ce qu'on m'entend ces visuels? C'est bon? Okay. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Farid pour l'invitation et l'introduction de la journée, l'organisation de cette journée. Donc, je suis Isabelle Lavani, je suis enseignant-chercheur en laboratoire d'IXIM, responsable d'une équipe en robotique et mécatronique. Et je vais avoir des objets d'études qui vont être très, très différents de la francophonie. Les objets d'études sont plutôt des robots, différents types de robots, que ce soit aériens, des drones aériens, des robots terrestres, des robots collaboratifs, etc. On s'intéresse principalement à la problématique, ce que j'appelle la perception inactive, parce que ce qui nous intéresse, c'est de développer des systèmes autonomes qui pourraient interagir en environnement réel avec des personnes dans des environnements dynamiques et inconnus. Et donc, la perception inactive permet justement au système d'apprendre à travers ces interactions avec l'environnement. Et du coup, voilà, ça nous permet plus facilement d'adresser des questions critiques de mobilité, d'action dans des environnements qui sont dynamiques et inconnus. On a un deuxième axe de recherche qui est aussi connecté, comment faire en sorte que ce système travaille en collaboration avec l'humain et avec d'autres systèmes autonomes. Donc, on travaille beaucoup sur des systèmes hétérogènes collaboratifs. Alors, pour la francophonie, en fait, je vais en parler dans le slide suivant, mais je voulais juste vous montrer une petite vidéo pour mieux illustrer le travail qu'on mène. Alors, je ne sais pas si elle va s'activer. Par contre, elle n'est pas partagée. Alors, on ne verra pas toute la vidéo, mais quelques séquences seulement pour illustrer un peu la nature du travail et des objets sur lesquels on travaille. Donc, comme je disais, je vais focaliser par la suite sur l'aspect agricole, mais on travaille aussi sur, par exemple, la mobilité autonome dans des environnements inconnus. On travaille également sur des systèmes plus interactifs d'avancée, donc sur comment on perçoit l'environnement, comment on peut naviguer de façon autonome, donc notamment en présence de l'humain. Et ces problématiques-là nous imposent de regarder la chaîne complète de la perception, dans l'acquisition du capteur, jusqu'à l'action sur l'environnement. Et généralement, on parle dans l'intelligence artificielle de façon générale qu'il y a 3 composantes majeures qui sont je vois, je perçois mon environnement, je décide et j'agis. Et donc, cette boucle, elle est en interaction permanente avec l'environnement. On ne va pas tout voir, on va manger sur on va voir certains résultats un peu plus tard sur le focus, mais ça concerne aussi bien des architectures parfois spécifiques qu'on développe nous-mêmes lorsqu'il s'agit par exemple de développer des drones qui permettent une mobilité particulière dans des espaces restreints. Et puis sinon, généralement, c'est des systèmes qu'on valide en simulation, en expérimentation, avec des problématiques qui sont liées aussi à la commande, comme on voit ici, en présence de perturbations notamment.
Bon, je vais un peu vite là-dessus. Après, juste un petit exemple sur les systèmes collaboratifs. Hein. Donc là, on a un robot au sol et des robots aériens. Et la collaboration dans l'ensemble permet de suivre des trajectoires, traquer des déplacements. Notamment ici, sur l'exemple que vous voyez ici, on a des drones qui sont à l'extérieur et des systèmes qui se déplacent en intérieur. Bon, j'arrête ça et je reviens sur notre exposé. Ouais. Donc, tout ceci pour vous dire que quand même qu'on est généralement, enfin, ces objets d'études ne sont pas très représentatifs des travaux de recherche en francophonie, mais on travaille aussi beaucoup en réseau. Donc, j'ai mis ici 2 cartes. Hein. J'ai essayé de m'approcher le plus possible de ce que tu m'avais donné, mais ça me permet de m'appuyer aussi sur ce qu'on appelle les clusters en robotique. Donc, on a à l'échelle région en Nouvelle-Aquitaine notre cluster Aquitaine Robotics, hein, dans lequel on est très actif et qui fédère plusieurs acteurs, à la fois recherche et du monde économique. Et d'ailleurs, on va élargir notre champ puisque très prochainement, on part sur le contour Québec et Boston pour une mission de réseau et de montée de collaboration. Donc, il va y avoir un point rouge prochainement sur le Québec. Et ce cluster-là, on travaille aussi en collaboration avec d'autres clusters. Donc, vous avez les étoiles ici qui représentent un regroupement de clusters de 11 pays avec qui on collabore. Et j'ai mis en rouge, comme ça m'a été demandé, les collaborations avec, qui sont un peu francophones, on va dire particulièrement avec le Maghreb. On avait une co-tutelle de thèse, j'ai mis quelques exemples de travaux, par exemple la détection de l'espace libre et la navigation à partir de capteurs très particuliers. Vous voyez des images un peu déformées. Et puis, un travail aussi qu'on a mené dans le cadre d'un PHC Facili, par exemple, à droite, sur des espaces qui sont extrêmement contraints. Vous voyez ici les gorges du Rumel. On a envoyé un drone pour l'acquisition des données avec l'objectif de faire de la détection de failles géologiques. Donc, un travail qu'on a mené avec les géologues. Et j'oublie pas, bien sûr, le Maurice. Hein. Nathalie a présenté un très beau projet. Donc, on a des collaborations qui sont principalement liées à travers la formation, mais puis la recherche s'installe et on démarre une co-tutelle aussi de thèse avec eux. Donc, voilà, ça fera partie des projets à venir qui pourraient couvrir aussi cette partie de francophonie. Alors, je fais un focus maintenant sur plutôt la partie de développement durable. Hein. Je pense que là, je vais me reconnaître un peu plus par rapport à la thématique de la journée et sur, on va dire, un enjeu majeur qui nous préoccupe. Hein. Donc, nos robots travaillent sur diverses applications, mais la robotique de précision, l'agriculture de précision, on fait aussi partie. Donc, premier constat, c'est que on a quand même une utilisation énorme de produits chimiques qui vont vers le sol. Et le mauvais constat qu'on peut faire aussi, c'est que la France est dans le top 4 des pays européens, c'est-à-dire le deuxième pays européen, qui a l'utilisation la plus importante de ces intrants, de façon générale, qui viennent polluer les sols, donc les nappes phréatiques, sans parler des autres conséquences, à la fois santé, etc. Et donc, face à cette crise sanitaire, bien sûr, très importante, il y a plusieurs initiatives, il y a à la fois mondiale qui traitent de cette problématique d'agriculture de précision. Donc, j'ai prélevé ici un slide d'une présentation du Sydney Insights sur les différentes problématiques qui posent à la fois, qui adressent ces questions-là. Donc, ça concerne à la fois la surveillance par des satellites. On a vu, par exemple, les changements climatiques, ça peut en faire partie également. Et puis, sur des interventions beaucoup plus locales. Donc, nous, on va se trouver sur l'objet qui est en bas à gauche. Et là, effectivement, il y a aussi différents types de travaux. Et là aussi, il n'y en a pas tant que ça quand on regarde à l'échelle de la robotique de façon générale. Et même si on regarde à la robotique dans le monde agricole, donc il y a beaucoup de systèmes dits robotisés ou automatisés, mais pas tellement de robots parce qu'il y en a vraiment très très peu. J'en ai mis quelques exemples, c'est dans le papier de Chamchiri, 2018. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et quelles sont les problématiques, quelles sont les défis scientifiques qui se posent? Donc, j'avais parlé de cette problématique perception, décision, action. Et on va retrouver des problématiques scientifiques sur tout le long de la chaîne.
Donc, le premier objet, quand on s'intéresse notamment à un objet d'étude qui est naturel, hein, c'est un environnement qui n'est pas structuré par un système robotique. Donc, la détection et la perception, c'est un vrai souci. Donc, quand on regarde, par exemple, qu'est-ce qui nous permettrait de dire que la couleur, enfin, l'objet d'intérêt, c'est celui qui est à gauche ici, en fait, c'est ce qu'on cherche à identifier. Quand on regarde aussi l'énorme variabilité des objets avec lesquels on travaille, hein, on se fait ici par des poivrons, mais c'est vraiment, enfin, de façon générale, la végétation, elle a des stades de développement qui sont très différents, elle est très variable, et quand on veut la caractériser comme un objet informatique sur lequel un robot peut prendre une décision, c'est très complexe. Sans parler de caractéristiques non intéressées, etc. À côté de ça, on est dans des conditions qui ne sont pas maîtrisées, c'est-à-dire on sort dehors, il peut pleuvoir, il peut y avoir des nuages, du soleil, etc. Donc, les systèmes de captation, les capteurs, que ce soit des capteurs de vision ou d'autres types de capteurs, ils vont subir aussi ces impacts environnementaux. Et donc, on va voir, on pourra, le même objet qui est vu de la même approche, hein, géométriquement parlant, sous des conditions d'éclairage différentes, va apparaître des objets complètement différents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a des problèmes de masquage. Hein, l'objet d'intérêt, si vous voulez faire de la cueillette d'une tomate ou d'un poivron, il est masqué par les feuilles, comme on y accède. Donc, beaucoup de problématiques qui sont liées à cela. Il y a de plus en plus d'approches qui sont basées à intelligence artificielle et apprentissage profond. J'évite d'utiliser le terme anglophone, qui permettent, à partir d'énormément d'exemples, donc de très grosses bases de données d'exemples, d'inférer la présence, par exemple, d'un objet. Donc ça manque beaucoup dans ce monde-là parce qu'on manque aussi de bases de données d'exemples qui permettraient à un robot d'apprendre plus facilement. Après, on peut faire aussi, j'ai mis aussi d'autres problématiques qui sont liées à la perception éloignée par rapport à l'objet d'étude. On n'est pas toujours proche par rapport à l'objet d'étude. Donc, quand on observe à distance, donc notamment lorsqu'on veut utiliser des drones pour faire de la caractérisation de la biomasse, de revoir quels sont les taux de croissance, où sont les problèmes, etc. Donc, en termes d'interprétation, c'est très complexe. Et puis, dès qu'on envoie un système sur le terrain, bien sûr, il va falloir garantir à la fois la sécurité du système et de son environnement, et donc toutes les problématiques qui sont liées, comment gérer ces situations de risque. Donc, ça, c'est pour faire un petit panel. Après, je pense une problématique aussi majeure dans les systèmes quand ils sont lâchés dans la nature, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à se localiser. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a différentes questions qui sont liées à cela. Enfin, la solution la plus simple, ce qu'on utilise tous, c'est le GPS, l'environnement naturel, sauf que ce n'est pas précis. Et surtout, lorsque vous voulez faire une intervention très précise, on ne peut pas se permettre d'être localisé à 2 mètres, 3 mètres, voire 10 mètres, si vous savez, avec certains systèmes. Donc, il faut d'autres situations. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la multiplication des modalités de perception, c'est-à-dire l'association de différents capteurs avec l'objectif de rendre la détection la plus précise possible, et notamment la localisation du véhicule. Alors, la locomotion, notre souci. Donc, on envoie un système, on travaille sur des conditions, encore une fois, qui peuvent être très variables. Enfin, on verra aussi que nous, quand on va sur le terrain, on rencontre ce type de situation. Il peut y avoir de la pluie, de la boue, etc. Et du dévers. Donc, il faut garantir aussi la stabilité du véhicule, l'intégrité du système et maintenir tout ceci dans un cadre, une intervention très précise. Et encore une fois, on revient sur ces problématiques qui sont liées à la perception, mais pas que. C'est-à-dire, supposons que j'ai bien identifié mon objet d'intérêt, la tomate, le poivron, etc. Et maintenant, je veux le cueillir. Hein, donc, on sait développer des préhenseurs classiques. Mais par contre, il va falloir approcher l'objet et surtout pas le déformer, pas l'écraser et récupérer un fruit à maturité, par exemple, en bonne santé. Donc là, ça pose de nouvelles problématiques au niveau de ce qu'on appelle de la manipulation souple, qui est tout un domaine de recherche aujourd'hui en robotique pour ce type d'application et pour d'autres, notamment dans le domaine médical, on peut bien l'imaginer. Alors, quelles sont les initiatives ça va m'amener à parler du projet qu'on coordonne. Donc, bien sûr, la prise de conscience, elle est générale. Et notamment à travers donc le plan Ecophyto 2, dont l'objectif est de réduire à minima de 50% l'apport des intrants
dans le sol. Donc, c'est un programme qui est piloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Donc, il y a un appel à projet, ANR, qu'on appelle le Challenge Rose, qui est un appel projet un peu comme on connaît. Nous, chercheurs, on va répondre souvent à ce type d'appel à projet. Donc, c'est assez classique dans sa formule, c'est-à-dire qu'il y a la première phase de sélection, la deuxième phase de sélection. Et on s'est rajouté, ça nous a été rajouté pour ce challenge-là, une troisième phase de sélection. On a été auditionné. Il y a une douzaine de projets qui ont été sélectionnés à partir de la deuxième phase. Et donc, c'est les 12 projets sélectionnés. On a subi une audition à Paris devant un comité d'experts à la fois agronomes et techno, pour les aspects robotiques notamment. Et il y a 4 projets qui ont été sélectionnés dans le nôtre. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher de nouvelles alternatives aux produits chimiques et de surtout intervenir sur l'ensemble de la chaîne qui va de la détection, comme je dis toujours, détection, décision, action, de manière ciblée sur les adventices. Alors, donc, l'objet d'étude ici, c'était le désherbage avec le moins de pesticides ou de produits phytosanitaires possibles. Donc, dans le cadre du challenge, il y a 2 organismes qui sont l'INRAE et le LNE, qui est un laboratoire d'instrumentation, qui ont travaillé ensemble pour la mise en main, on va dire, de parcelles d'expérimentation pour le challenge. Alors, c'est vraiment un travail colossal, parce que du coup, sur 4 hectares, une surface de 4 hectares qui est localisée sur le site agrotech de Montoldre, qui n'est pas très loin, qui est à 2h30 à peu près d'ici. Donc, il a fallu venir faire du semi des cultures. On travaille sur 2 types de cultures dans le cadre du challenge, qui sont dites des grandes cultures, qui justifieraient du coup l'introduction de la robotique, notamment pour travailler sur des espaces aussi larges, le maïs et le haricot. Et à côté de ça, il y a les adventices, les mauvaises herbes qu'on ne veut pas, qu'il faudrait arracher, en apportant le moins possible en fermentant des produits phytosanitaires. Et donc là, de façon délibérée, des adventices ont été semés. Donc, de la matricaire, les grasses, les motodes, etc., vous en avez quelques exemples. Ça impose bien sûr sur les phases de challenge. Donc, il y a des phases de ce qu'on appelle de dry run. C'est des phases où on vient un peu éprouver nos systèmes sur un cas d'étude, mais on n'est pas en évaluation. Et puis, 4 campagnes d'évaluation sur le terrain. Donc, il faut montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec nos solutions. Donc, à côté de ça, bien sûr, il faut qu'ils entretiennent les parcelles et puis il faut qu'on arrive, quand on arrive pour l'intervention, on est aussi des parcelles témoins. Donc, ces parcelles témoins sont traitées de façon chimique pour l'avoir. Donc, c'est vraiment un travail colossal et que nous aussi, ça nous intéresse parce que ça nous donne des conditions expérimentales réelles de terrain. Et puis, on a vu, pour toutes les campagnes d'évaluation, on a eu différents stades de développement. Donc, parfois, on programme en fait nos systèmes pour intervenir sur des stades de développement qui sont précoces et puis arriver sur le terrain. Il suffit qu'il y ait un peu de pluie et de soleil et puis ça pousse. Et on arrive sur du maïs qui fait 50 cm de hauteur parfois, les robots ne peuvent pas passer. Donc, voici un petit extrait à la fois des 4 équipes qui ont été sélectionnées. Donc, nous, on sont en bas à gauche. Et le travail du LNU au centre, qui est vraiment très précieux pour le challenge. À droite, vous avez quelques extraits d'acquisition qui sont faits pour le robot. Donc, on voit même à l'œil nu, c'est très compliqué pour un robot d'identifier. Vous avez par exemple l'objet d'intérêt, c'est une feuille de haricot qu'il va falloir que je protège et que je détruise tout ce qui est autour, qui sont les adventices. Donc, même visuellement à la main, c'est difficile. On voit sur les rangs de maïs. Et en plus, le challenge, ce qui nous impose, en fait, c'est planifié de cette façon-là, c'est surtout de faire du désherbage de l'intra-rang. Donc, vous avez l'inter-rang. L'inter-rang, en fait, ce sont les distances on voit ici. Donc, on est sur 75 cm pour le maïs et 15 cm pour le haricot. Ça va, c'est sympa. Et l'intra-rang, c'est la distance entre 2 plantes consécutives, où c'est là où on peut venir travailler. Et puis là, on est sur à peu près 15 cm sur le maïs et 5 cm pour le haricot. Et sachant que le semis n'est pas extrêmement précis, même si c'est géolocalisé, donc il peut y avoir des plantes entre deux. Donc, il va falloir aussi protéger naturellement. Donc, les conditions sont vraiment extrêmes d'un point de vue.
Alors, pour faire ça, on y a travaillé, on était des coordinateurs de projet avec deux entreprises, une entreprise qui s'appelle Agri qui nous a fourni le tracteur électrique. C'est un tracteur, un petit sort mini quad électrique. Donc, c'était intéressant pour nous parce que il a un faible poids, donc l'impact sur le sol est moindre. Et puis, on a travaillé avec une autre entreprise aussi, Carbonly, qui fait de la différenciation entre les plantes d'intérêt, les champs de maïs ou d'haricots et de l'amortisse. Et puis après, par la suite, on a développé nos propres code avec nos propres tracteurs, c'est-à-dire ce système-là, c'est un produit qu'on a développé en interne, qui associe plusieurs capteurs et qui permet de faire jusqu'à la différenciation, que ce soit négatif, que ce soit donc, toute l'architecture qu'on a mis en place, je ne vais pas refaire les maths et les modèles, c'est pas intéressant. Je montre juste un exemple d'évaluation sur terrain où on est plutôt content d'arriver à faire que le système se déplace de façon autonome, qu'on arrive à faire de l'extraction des mauvaises herbes, etc. Donc, c'est avec, bon, tout n'est pas parfait, mais c'est une fondamental. Alors, ce qu'on a fait dans le cadre de ce challenge qui va se terminer, enfin, le projet se termine en fin d'année, là, et en parallèle, il y a eu un autre gros projet européen, qui est le projet Metrix, avec une priorité majeure qui est l'agri-food et qui reprend un peu les conditions du challenge. Donc, on s'est dit, bon, pour nous, c'est aussi l'opportunité de participer à ce type de challenge. Donc, c'est un peu plus complexe que le challenge rose, parce que dans le challenge rose, on connaissait a priori sur quel type de plante on intervient et on intervenait sur une parcelle limitée. Alors que là, il faut partir d'un point de départ, il faut parcourir un parcelle qui fait une cinquantaine de mètres de maïs, une plantation de maïs. On a des zones de transition où il n'y a rien du tout. Donc, il faut se débrouiller, partir sur ensuite des zones avec 3 rangs d'haricots cette fois-ci, avec des écarts qui sont complètement différents, c'est payer pour faire des demi-tours en autonome et repartir, mais cette fois-ci sur des lignes qui ne sont pas en ligne droite, donc avec des tours de maison. Alors, tout ceci, ça paraît peut-être simple, la situation de là, mais lorsqu'on se dit que pour faire suivre une parcelle de maïs, je vais détecter les lignes droites et je vais chercher le point de fuite et je vais suivre ce point de fuite, il n'y est plus sur la deuxième situation. Voilà. Mais bon, ça amène de nouveaux challenges. Donc, du coup, on a fait l'acquisition d'une nouvelle plateforme qui est, que vous voyez en noir. On est parti de schéma, on a fait notamment avec Daniel, notre ingénieur. On a contacté une entreprise donc, qui nous en fait sur mesure une nouvelle plateforme avec laquelle on a pu participer. Et on a passé le challenge. Toute la préparation, l'intégration a été faite en moins d'un mois. Donc, on a développé, ça fait partie aussi de ce qui nous caractérise au niveau de nos travaux, c'est qu'on essaie de développer ce qu'on appelle des solutions agnostiques de façon à ce qu'elles soient plus facilement portables sur d'autres systèmes. Alors, on était la seule équipe, il y a d'autres équipes, notamment italiennes, Sony, etc. On était la seule équipe à avoir fait le parcours sans s'arrêter et sans utilisation de GPS, de données GPS. Toutes les autres solutions qui avaient du GPS, on avait quelques nuages de passage, etc., et qui devaient s'arrêter parce qu'ils ne pouvaient pas compléter. Donc, nous, c'est 100% basé sur les capteurs qu'on a développés qui n'intègrent pas du tout les données GPS. Et on était très contents d'avoir fait le parcours de A à Z, totalement autonome. Donc, on continue. Du coup, quels sont quelques projets qui sont en cours dans ce cadre-là? Alors, il y a eu, ça a été accepté pour financement maintenant, puisqu'il n'y a pas très longtemps, c'était encore en instruction, un gros projet mené par le CNRS, principalement, qui regroupe plusieurs laboratoires. On est vraiment, je pense, plus de 20 labos, entre 20 et 30 laboratoires de recherche en France, qui s'appelle TIREX. Donc, avec l'objectif de regrouper, on va dire, les forces actives et de mettre à disposition des plateformes qui soient ouvertes pour les développements de la recherche et par la suite, pourquoi pas ouvertes pour des projets collaboratifs. Donc, il y a 6 axes dans ce gros projet. On intervient sur 2 axes. Il y a l'axe robotique aérienne et puis il y a surtout l'axe robotique en milieu ouvert, ce qu'on appelle le robotarium, où on travaille avec d'autres partenaires qui sont ici pour définir à la fois quels sont
quelles sont les structures de base qu'on peut mettre en place, quelles sont les architectures, comment partager les outils, comment faciliter l'accès à la fois au code et aux plateformes expérimentales, parce que c'est vraiment beaucoup de travail technologique pour arriver à mettre en place une expérimentation. Et on a l'appui, on capitalise sur le Challenge Road, on a l'appui de l'Israël avec les parcelles qui ont été construites et qui de nouveau vont être mises à disposition. Un autre projet aussi de 25 millions d'euros d'aide, enfin c'est 65 millions d'euros de projet dans le cadre du PEPR agroécologie et ICT, où là aussi on participe avec plusieurs autres laboratoires conseils. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sort de notre vision que robotique. Il y a des agronomes qui sont intégrés ici parce qu'il peut y avoir des itinéraires agrologiques qui ne passeraient pas forcément par l'utilisation de robots. Donc, on travaillera ensemble. Enfin, c'est un projet qui vraiment tout en phase de négociation. Il reste encore mais un petit peu, il reste peut-être 1 million d'euros à négocier, mais sur l'enveloppe totale, au minimum 25 millions d'euros seront attribués. Donc, il y aura des thèses, des postdocs, etc. Voilà un peu ce que je voulais vous dire et je vous remercie à vous pour votre écoute et merci surtout à Daniel Franco qui m'accompagne beaucoup sur cette thématique-là. Donc, Daniel, ingénieur qui était sur le projet, maintenant il est ingénieur CNRS avec nous. Et puis, Jorge qui va finir bientôt sa thèse et Franco qui est en postdoc. Pareil, je ne sais pas si tu veux laisser des questions pour tout à l'heure. On va regrouper les questions parce qu'on a pris un peu de retard, comme d'habitude. Et donc, Pierre-Marie va essayer de rattraper un peu. Mais gardez bien les questions en tête pour le. Par contre, il faut que tu me mettes. Pour la table ronde. C'est où? C'est où que je suis nul aussi. D'abord, il faut la pratique. Super. On donne la parole. Pierre-Marie. Merci beaucoup Farid et puis merci pour l'invitation et l'organisation de cette journée qui est super intéressante et vraiment les deux présentations précédentes étaient extrêmement intéressantes. Donc on va parler un peu de santé. Je demande tout de suite aux participants qui sont présents de mon unité EpiMact de me pardonner. Vous allez voir quelques diapositives que vous connaissez déjà, vous m'avez vu présenter un certain nombre de fois. J'ai associé à cette présentation Farid Boumedienne puisque la plupart des travaux là, que je vais vous présenter ont été faits avec lui, voire portés par lui. Donc, on va parler d'optimisation de l'accès aux soins pour les maladies chroniques non transmissibles en zone tropicale. Et il nous a semblé intéressant de vous redire, alors si j'y arrive, oui, normalement, voilà. De vous redire un tout petit peu d'où on vient, parce que justement, on a une longue tradition de travaux en zone francophone, avec la création de l'Institut d'épidémiologie et de neurologie tropicale en 1982, donc on vient de fêter les 40 ans, avec de la formation d'emblée dans ces zones-là, notamment en Afrique de l'Ouest, donc les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, des neurologues, des santé publiques, et puis tout de suite de la recherche et de la coopération internationale avec une animation de réseau. Et donc, on vient de là et c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient pour voir l'avenir. Et donc maintenant, on a effectivement une unité de recherche qui est à la fois reconnue par l'INSERM, à la fois reconnue par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et donc bien sûr l'Université de Limoges et CHU. On a une très très forte tradition également de renforcement des capacités, de formation par la recherche et à la recherche. Nathalie en a déjà parlé tout à l'heure. On a donc un master de santé publique qui a été créé en 2018 et le porteur de ce master vient de s'éclipser. C'était le docteur Jérémy Jost, c'est toujours le docteur Jérémy Jost, avec 4 parcours donc, autour de l'épidémiologie et du One Health. Et puis une extension internationale d'emblée pour ces parcours, notamment le parcours épidémiologie des maladies tropicales avec le Bénin,
Et toujours avec le Bénin, on a un projet auquel participe le professeur Magne, qui est ici présent, le PEA, partenariat avec l'enseignement supérieur africain. Donc, l'idée, c'est de restructurer, de structurer la filière santé publique à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Donc, on espère l'obtenir l'année prochaine. Quelques données pour vous montrer disons, nos travaux en renforcement des capacités. Donc, nous, on est persuadés que le développement durable passe d'abord en santé par le renforcement des capacités et donc justement le transfert vers des personnels universitaires, des étudiants et des enseignants-chercheurs du pays. Et donc, vous voyez qu'on travaille beaucoup avec des étudiants du Sud, 70% dans les doctorants qu'on a fait soutenir en 5 ans, et beaucoup de pourcentage de co-tutelle. Alors, on est assez nombreux pour Limoges, hein, puisqu'on a 80 personnes impliquées, et on a comme particularité d'avoir rattaché à notre unité des enseignants-chercheurs associés de pays francophones majoritairement ou de seconde langue, hein, puisque tu parlais de seconde langue tout à l'heure, français, et encore une fois, de nombreux étudiants. Et bien sûr, notre équipe est fortement multidisciplinaire, interdisciplinaire. Tous les projets qu'on mène sont en interdisciplinarité. Et je pense que c'est peut-être, et on en parlera sans doute à la table ronde, une des particularités un peu plus importantes, je dirais, de la francophonie par rapport aux autres contextes. C'est peut-être le travail plus facile, mais ce sera à discuter, hein, en interdisciplinarité. Alors, pourquoi je présente ça? C'est qu'on travaille dans 3 domaines, surtout en neurologie, en cardiovasculaire et maladies métaboliques et en santé mentale et cognitive, avec un domaine émergent également sur l'épidémiologie du cancer dans les pays du Sud. Et donc, on essaye de valoriser nos travaux à l'international, donc en anglais. Donc là aussi, un point important peut-être, c'est peut-être que la francophonie a plus de mal à valoriser ses travaux à l'international que les autres contextes, et notamment bien sûr l'anglophonie, mais là aussi on pourra sans doute en discuter tout à l'heure. Nos objectifs de recherche sont les suivants, avec une amélioration de la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques et la prévention de ces maladies, avec 3 objectifs spécifiques que je ne vais pas détailler, mais qui sont tournés autour des 3 domaines de l'épidémiologie, descriptif, analytique et évaluatif. Je vais y revenir. Avec des partenariats privilégiés dans le Sud qui sont importants, évidemment, avec soit, alors de différents niveaux, hein, soit des programmes de recherche qui tournent, qui sont financés, soit à travers des doctorants ou des masters qui nous permettent de travailler dans certains pays. Et puis, on a un partenariat stratégique, vous l'avez déjà vu, avec le Bénin, et en particulier avec un laboratoire de recherche qui est le LEMACEN, le laboratoire d'épidémiologie des maladies chroniques et neurologiques. Et le professeur Winato, qui est sur cette diapo, le 3e en partant de la gauche, qui dirige ce labo, a fait tout son cursus recherche ici à Limoges, jusqu'à même l'HDR. Donc, c'est assez facile de coopérer avec ce laboratoire. Alors, optimiser l'accès aux soins, ça se fait dans une logique temporelle classique, hein, de l'épidémiologie à la prise en charge optimisée. On va retrouver ce que Widat vient de présenter finalement, hein, décrire, observer, décider qu'est-ce qu'on va faire et puis agir et évaluer finalement. C'est exactement ce que vous faites en robotique, donc on est parfaitement dans la même ligne. Donc d'abord, connaître, comprendre, donc un état des lieux de la situation, une compréhension des déterminants. Donc, je vous ai mis un exemple des études qui étaient actuellement en cours. C'est une cohorte dans une communauté rurale au Bénin pour travailler sur les maladies cardiovasculaires, cohorte de 2000 sujets. Et les principaux résultats de base nous montrent les choses qui sont déjà un peu connues, mais encore une fois, il faut d'abord connaître avant de pouvoir aller plus loin. 33% d'hypertension artérielle, une consommation de sel extrêmement élevée, un diabète qui est déjà à 3% et en augmentation, avec un suivi de cette cohorte, avec des événements qui sont identifiés, des décès bien sûr de toute cause, des accidents vasculaires cérébraux, des insuffisances cardiaques, etc. Donc ça, c'est vraiment le côté descriptif et compréhension des causes de la maladie. Donc là, voilà, on coopère au sens vraiment travailler avec les pays, avec les partenaires. Et là, ici, c'est le Bénin et c'est le laboratoire LEMACEN.
Alors ensuite, quand on a essayé de décrire et qu'on a un petit peu compris ce qui se passe, enfin au mieux, ben, on va essayer de tester et d'évaluer des stratégies d'intervention pour améliorer les choses. Donc, ce sont des études interventionnelles, d'abord des preuves de concept, on appelle ça des preuves de concept, pour essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Puis ensuite, on va essayer de généraliser ces travaux et donc de faire de la mise à l'échelle, ce que les anglo-saxons appellent scaling up, pour aller vers, et c'est un peu le sens de ma question tout à l'heure à Nathalie, pour aller essayer de faire du plaidoyer, de changer les politiques de santé dans les gouvernements. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué et le plus frustrant pour nous, en tout cas. Et là aussi, on pourra peut-être en parler entre francophonie et autres systèmes. Alors, l'accès aux soins repose sur 3 grands piliers. D'abord, il faut que la population générale et les patients connaissent les maladies, connaissent les facteurs de risque, les déterminants. Ensuite, il faut qu'il y ait des personnels de santé, des médecins, des infirmières, etc., qui puissent être formés et des équipements disponibles pour la prise en charge de ces maladies. Donc, une fois que les patients connaissent un peu la maladie, une fois qu'il y a le diagnostic, le dépistage et le diagnostic de fait, il faut encore qu'il y ait des médicaments disponibles, abordables et de qualité pour pouvoir les soigner. Et donc, si un de ces piliers ne fonctionne pas, eh bien, ça ne va plus. Et donc, la prise en charge ne se fait pas. Ça donne un déficit de traitement, ce que les anglo-saxons appellent treatment gap, donc un vrai écart de traitement entre les personnes qui devraient être prises en charge correctement et les personnes qui le sont réellement. Donc, l'idée, c'est de faire des études d'évaluation pour essayer de tester si des stratégies d'intervention peuvent être efficaces ou pas, et donc avoir un impact dans la prise en charge de ces maladies. Donc, je vais vous présenter en fait trois projets. Ce premier projet qui a été fait au Laos et au Cambodge autour de l'idée de tester si un visiteur de santé dans les villages, dans la population générale, pouvait améliorer l'accès aux soins des personnes épileptiques, donc une maladie chronique qui est l'épilepsie, une maladie neurologique. Et donc, on a fait ça au Laos et au Cambodge. On a fait ça avec un financement Grand Challenge Canada au Laos, un financement Sanofi au Cambodge. Et la différence, c'est qu'au Laos, ce sont des personnels de santé, donc la majorité, c'était des infirmiers qui ont été utilisés pour faire cette stratégie, alors qu'au Cambodge, c'était des volontaires de santé villageois, c'est-à-dire des gens qui étaient dans les villages et qui s'occupaient de la santé de leur village, donc au plus près des populations. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exactement comme la robotique, c'est-à-dire qu'on a pris une zone d'intervention, une zone contrôle, et on a essayé de comparer les deux, donc sur 12 mois, en essayant vraiment de faire en sorte que la seule chose qui soit différente entre zone d'intervention et zone contrôle, c'était vraiment notre stratégie d'intervention. C'est-à-dire qu'au début, on s'est assuré qu'il y avait partout des supports de communication corrects, des médicaments corrects, accessibles, abordables, de qualité, et puis une formation, évidemment, de l'ensemble des personnes qui vont intervenir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de plus dans la zone d'intervention? Eh bien, on a demandé à ces personnels, donc visiteurs de santé, de se former au dépistage, de faire une campagne publique dans les villages, d'avoir un dépistage actif des cas, et ensuite de suivre ces patients et de leur apporter les médicaments à domicile. Et notre critère de jugement, c'était le nombre d'épileptiques entre 0 et 12 mois. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, vous voyez, selon la théorie classique des feux verts et rouges de Farid, que ça a plutôt bien fonctionné, surtout au Cambodge, puisqu'en fait, vous voyez qu'au Cambodge, on a réduit le déficit de traitement quand même de 35%, ce qui est une des plus grosses réductions qui existent actuellement dans la littérature sur l'épilepsie. En revanche, au Laos, ça n'a quasiment pas fonctionné. Donc, on pense évidemment que la personne qui est au plus proche des populations, le volontaire de santé dans le village, est beaucoup plus efficace qu'un personnel qui vient une fois tous les mois ou une fois tous les 15 jours. Ça a fonctionné également sur des critères secondaires, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un travail qui a été publié dans un Lancet Regional Health, donc un bon niveau. Et derrière, c'est ce que je voulais souligner, c'est qu'on a essayé de faire un plaidoyer auprès des autorités de santé du Laos et du Cambodge
pour que ces politiques soient réellement mises en place dans les pays. Malheureusement, à ma connaissance, on va revérifier, mais à ma connaissance, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas eu de vrai impact à long terme, en tout cas, sur la prise en charge des patients épileptiques dans ces deux pays. Alors, on a voulu insérer parce que vous avez vu, c'est comme tout à l'heure, ce n'est pas la francophonie comme objet d'étude, c'est plutôt des partenariats francophones, donc dans des pays francophones. Donc, on a voulu insérer un peu le même travail dans un pays non francophone, qui est le Myanmar. Ils parlent birman, et puis ils ont une soixantaine de dialectes différents. Et donc là, c'est un projet sur les troubles psychiatriques et l'épilepsie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. C'est l'évaluation d'initiatives de prise en charge de ces pathologies dans ce pays. Ça fait l'objet d'un… Ah oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il y avait eu 2 thèses quand même sur les projets Cambodge-Laos. Là, ça a fait l'objet d'un post-doc. Vous voyez, à chaque fois, renforcement des capacités. Et les 5 enquêtes, on a fait 5 enquêtes pour essayer de voir si ces initiatives avaient eu un impact dans la prise en charge de ces pathologies. Là aussi, globalement, ça a bien fonctionné avec une amélioration des connaissances des personnels, des médecins, une amélioration de la prise en charge et une amélioration de l'adéquation du traitement. Je ne rentre pas dans les détails, il y a des petites, évidemment des petites choses qui n'ont pas forcément super bien marché. Et ici, ça a été valorisé également dans un Lancet Regional Health avec bien sûr les personnes partenaires locales. Et malheureusement, c'est là où le Myanmar s'est enflammé avec ces gros soucis politico-militaires. Et donc, on n'a pas pu aller jusqu'aux recommandations au ministère de la Santé. On travaillait avec l'association des médecins du Myanmar. Donc, j'espère que cette association a pu au moins dire un certain nombre de choses au ministre, mais je n'en suis pas persuadé. Et ça, c'est un exemple de partenariat non francophone, et je dirai quelques mots à la fin entre les deux. Je reviens en francophonie et j'ai vu que CEDERA a été connecté, ça fait l'objet de sa thèse. Donc, c'est un projet exactement identique, l'exemple de l'évaluation d'initiatives de formation, de sensibilisation et de prise en charge en fait, des personnes atteintes de troubles psychiatriques et d'épilepsie à Madagascar, financé par Sanofi également, la responsabilité sociale de l'entreprise de Sanofi, avec là encore une comparaison intervention-contrôle et 5 enquêtes pour essayer de bien entrer dans les détails. Malheureusement, ici, c'est beaucoup moins bon. Alors, je ne suis pas en train de dire que parce que c'est un pays francophone, c'est beaucoup moins bon. On pourra rentrer dans les détails tout à l'heure. Mais ici, la connaissance dans la population générale, c'est pas trop mal pour l'épilepsie, mais c'est pas du tout ça pour les troubles psychiatriques. La prise en charge dans les registres médicaux, ça s'est amélioré pour l'épilepsie dans les centres de santé primaire, c'est ce qu'on voulait, malheureusement pas du tout pour les troubles psychiatriques. Les personnels de santé n'ont pas vraiment bénéficié ni pour leur connaissance, ni pour l'amélioration du diagnostic de ce programme. Et la disponibilité et le coût des médicaments n'est pas non plus au rendez-vous réellement. Là aussi, on pourrait détailler. Donc, la soumission du travail est en cours à une revue, mais on essayera de capitaliser sur les points faibles et sur les recommandations qu'on peut faire aux autorités de santé pour un plan national. Et là, on est assez confiant parce que CEDERA est très en lien avec le ministère de la Santé publique et on a travaillé avec un prof de santé publique qui est directeur de la recherche du pays. Donc, ça sera certainement plus facile. Donc, ce modèle d'intervention en médecine communautaire adapté aux pays à revenus faibles et intermédiaires, pour les maladies chroniques, on va essayer de le mettre en place. Donc, c'est des agents de santé communautaires pour essayer de réduire le déficit de traitement. Et l'idée, c'est de le mettre en place sur des maladies chroniques dans notre projet d'équipe, donc au-delà de la neurologie, santé mentale, mais aussi peut-être en cardiovasculaire et en métabolique. C'est déjà en cours et le professeur Julien Magne et le docteur Farid Boumedienne travaillent sur ces projets, donc financés par Reach 52 au Cambodge et Medtronics Labs en Tanzanie et en Sierra Leone. C'est, donc vous voyez, à la fois des francophones et des non-francophones. Ce sont des modèles de soins pour le diabète et l'hypertension que l'on va essayer d'intégrer au système de santé existant. Donc ça, ce sont des projets en cours et on verra si ça fonctionne ou pas. Et puis au-delà de ces 2 projets qui démarrent,
on a une réflexion beaucoup plus approfondie dans l'équipe pour aller justement essayer d'implémenter des études interventionnelles dans notre unité, beaucoup plus que ce qu'on faisait avant, avec notamment des études interventionnelles sur l'ensemble des maladies chroniques peut-être, ou sur certaines en focalisant en Afrique occidentale et centrale, la mise en échelle des stratégies qu'on a vues en Asie du Sud-Est, et puis Paris Boumedienne s'est emparé vraiment du terrain Mascareigne avec, en partenariat avec XTEAM et d'autres, l'évaluation d'outils distantés, d'éducation thérapeutique, notamment en prévention primaire. Ça, c'est la suite, l'avenir des quelques années qui viennent pour notre unité. Alors, je crois qu'on a tous compris complètement différemment la commande de Farid sur cette diapositive. Moi, je suis parti des points rouges. Les points rouges sont les publications. Les travaux où j'ai des publications avec les personnes, bien évidemment, c'est à chaque fois des partenariats totalement différents et de profondeur différente surtout. Ça peut être un travail, ça peut être beaucoup de travaux. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que les points d'avant. Mais ça me permet peut-être de dire que j'ai travaillé à la fois avec des francophones, évidemment, surtout, mais aussi des anglophones, notamment un partenariat très, très intéressant en Éthiopie, en Afrique du Sud, en Égypte. Donc, voilà, j'ai vu les deux possibilités, les deux parties. Et donc, juste quelques réflexions personnelles, et peut-être que ça permettra aussi d'être rebondir pour la table ronde. Pour moi, l'impact d'un programme de recherche, évidemment, tient surtout à l'énergie de ses investigateurs, à sa préparation, au contexte du pays et pas du tout à sa langue. Pour moi, ça n'a rien à voir. J'ai vraiment tout vu. J'ai été bluffé par des partenaires que je n'espérais pas à ce niveau-là. Et franchement, que ce soit en francophonie ou en anglophonie, pour moi, ce n'est pas du tout ça qui compte sur ces travaux de recherche. Donc pour moi, il n'y a pas fondamentalement de différence dans les partenariats en francophonie, en tout cas le développement de la recherche en santé publique en francophonie ou autre. Peut-être tout de même que la culture francophone que l'on partage facilite un peu l'acceptation, je dirais, du plurilinguisme, parce que les anglo-saxons sont quand même, quand ils ne veulent même pas aller chercher l'abstract en anglais d'une publication en français, assez désagréable. Et puis le multiculturalisme, mais la francophonie, pour moi, n'a pas le monopole des valeurs morales. On entend beaucoup, oui, mais on véhicule des valeurs morales qui sont différentes. Non, les valeurs morales ou d'éthique sont également existantes, évidemment, et heureusement, dans les autres contextes. Le financement des travaux, en revanche, je pense vraiment que c'est beaucoup plus difficile dans les pays francophones, parce que nos collègues anglo-saxons bénéficient de leviers et d'outils qui sont plus dotés. Alors, bon, on vient de parler de super financement, c'est génial, je suis très heureux pour vous. Nous, on a beaucoup de mal à financer nos travaux, tout de même, et on est loin d'avoir des millions d'euros pour la santé, ce qui pose peut-être le problème de la répartition des aides au niveau international et au niveau global. Et puis la valorisation, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, pour moi, c'est quand même plus difficile dans le contexte francophone. La dernière fois que j'ai dit ça dans un comité éditorial de revue, je me suis fait exploser par l'éditeur en chef de la revue. Et pourtant, je maintiens, parce que je trouve que c'est quand même plus compliqué. Ne serait-ce que par la langue déjà, mais il y a sans doute d'autres choses. Et donc, pour moi, la francophonie doit rester un vecteur majeur de recherche dans les pays du Sud, en particulier dans lesquels on travaille. Ça reste important d'avoir une autre option que l'anglophonie. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, mais il n'y a pas que la francophonie, il y en a d'autres. Mais il ne faut pas, pour moi, la défendre. On entend beaucoup défendre la défense de la francophonie. Non, il n'y a pas de défense à avoir. Il faut la développer, il faut la soutenir par tous les moyens disponibles. Il faut continuer à faire ça. C'est pas la défendre. Il ne faut pas qu'on ait une position de défense, justement, ou d'attaque. Ce n'est pas du tout ça. Il faut qu'on aille valoriser nos travaux francophones dans les conférences internationales en anglais pour justement faire passer nos idées spécifiques francophones. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, la salle.
J'avais prévu de vous passer un petit film, parce qu'on va le passer, parce que c'est un film qui ne dure pas bien longtemps et qui va illustrer le propos de Pierre-Marie. Il s'agit d'un extrait sur les recherches qui ont été faites au Laos-Cambodge, qui va nous permettre ensuite, peut-être pour les 3 intervenants, de venir s'asseoir à la fin du film. Et puis, on engagera la discussion tout à l'heure. J'essaie de compter rapidement le nombre de personnes dans la salle. Je vous explique pourquoi. C'est que j'ai pris un traiteur pour 40 repas. Je m'étais dit, je ne peux pas inviter tout le monde, sinon ça ne va pas passer. Et puis finalement, les grèves de train, tout ça, on fait en sorte que, voilà, dites-vous que j'ai le droit de déborder après-midi parce que je paye le repas. Voilà. Donc, je vais quand même passer le film. Et puis ensuite, voilà, pour ceux qui s'inquiétaient de la date de fin, de l'heure de fin, sachez qu'il y aura un buffet de prévu à côté et que vous êtes tous conviés. Je vais donc quand même essayer de lancer ce film pour que les personnes à distance puissent aussi en bénéficier. Donc, c'est un film qui dure un peu moins de 5 minutes et qui, vous allez voir, illustre assez bien les défis auxquels on a eu à faire avec le professeur Peu quand on a conduit ces études. C'est une certaine réalité. L'intérêt, c'est qu'on est dans un pays à langue minoritaire. Voilà. Je vous laisse découvrir les différents pays. Psychose, schizophrénie, dépression, épilepsie, comme d'autres au social, près de 500 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles mentaux ou d'épilepsie. Dans les pays en développement, 80% des patients ne sont pas connus, alors que pourtant, il existe des traitements efficaces. Souvent mal compris par la population, les troubles mentaux et l'épilepsie entraînent exclusion et stigmatisation. Il y a peu de spécialistes et les personnels de santé de première ligne ne sont pas suffisamment formés. Les ressources allouées sont faibles, l'accès aux soins limité, le quotidien des familles difficile. Depuis 2008, dans le cadre du programme FAST, Fight Against Stigma, Sanofi s'engage pour faciliter l'accès aux soins en santé mentale et épilepsie, en partenariat avec l'Association mondiale de psychiatrie sociale et l'Institut d'épidémiologie et de neurologie tropicale de Nord. Des projets ont vu le jour dans 22 pays. Ils sont menés en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, des spécialistes et des associations des pays concernés. Afin d'améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients, ces projets reposent sur 2 axes. Sensibilisation des communautés à travers des réunions d'information et des outils de communication en langue locale, formation des personnels de santé de première ligne. L'objectif dans cette formation, c'est que ces médecins arrivent à sensibiliser les gens, puis arrivent à bien poser les diagnostics et puis à faire une prise en charge efficace pour ce moment. Il y a tout l'accompagnement dans l'amélioration des compétences des acteurs, l'amélioration de l'information des familles et des décideurs et de toute la population de manière générale. C'est une approche multidimensionnelle. Je pense que ça un peu l'une des clés du succès. Grâce au programme FAST, ce sont plus de 10 000 personnels de santé qui ont été formés et plus de 3 millions de personnes sensibilisées.
pour les patients et leurs familles, c'est un soulagement d'être suivi et de pouvoir participer de nouveau à la vie communautaire. Et voilà, ça m'émeut toujours quand je vois ça, parce que je connaissais certaines des personnes qui ont été filmées, que j'ai rencontrées au moment où ils n'étaient pas encore pris en charge, et donc c'est toujours émouvant de les voir après dans le film parler de ce qu'ils souhaitaient. Donc je vais convier les communicants, alors le professeur Creux qui est parti, Wilgad et Nathalie, si vous pouvez vous asseoir devant face à la salle, ça sera peut-être plus agréable. Donc on commence à discuter. Moi, je vais passer dans la... Je vais passer évidemment dans la salle pour savoir s'il y en a qui veulent poser des questions. Le but du jeu, globalement, c'est d'essayer en effet de voir s'il y a une spécificité dans la francophonie sur la façon de conduire les études. Est-ce que ça change quelque chose, notamment dans la construction du consortium, dans les relations qu'on établit avec ses partenaires, ou ce genre de choses. Et donc, l'idée, en vous demandant de réagir, vous, c'était en effet par rapport à votre expérience. Est-ce que, enfin, moi, j'ai l'impression d'être plus à l'aise en francophonie, mais aussi parce que je suis plus à l'aise dans la langue française. Et donc, du coup, quand j'ai des groupes de travail en français, je suis beaucoup plus à l'aise et donc beaucoup plus avenant, beaucoup plus amical, etc., sûrement par le côté de la maîtrise de la langue. Mais ce n'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est est-ce que la francophonie trouve une spécificité dans l'organisation de construire sa recherche, ou en tout cas dans la façon de la mener. Je ne sais pas si vous avez déjà un avis là-dessus. S'il faut demander à des étudiants, quand je regarde les étudiants, en effet, on a des étudiants qui viennent des pays francophones. Donc, en France, on a accès aux études supérieures en français, et donc ça leur évite des difficultés supplémentaires. Quand on en voit d'autres qui sont venus des pays non francophones, qui sont étudiés ici, fait leur recherche ici. Et donc voilà, on se pose la question de savoir si le fait d'être dans la francophonie modifie la façon de faire de la recherche. Je ne peux pas répondre à ça. Si, ça marche. Non, je ne crois pas. Je peux parler fort. Ça... Bon. Non, voilà. Je ne sais pas si je vais répondre directement à la question. Il y a une spécificité. Je reviens sur mon expérience aussi qui s'est plutôt déroulée dans des pays dits des Suds, ou en tout cas qui ont une relation particulière à la France. Je prends juste l'exemple de la Polynésie française et de Maurice. On est dans deux situations très différentes. La Polynésie française, comme vous savez, est française, et avec un statut administratif particulier, et donc avec des relations aujourd'hui politiques qui sont liées à une histoire coloniale, et où la francophonie prend une dimension quand même un peu complexe, parce que la francophonie, c'est la langue coloniale. Si vous voyez les choses, je pense que c'est aussi ce que vous avez rencontré sur vos territoires, sur vos terrains d'Afrique de l'Ouest en particulier. Donc, ça complexifie la relation, parce que ce n'est pas juste la langue de l'échange, mais c'est aussi la langue du savoir, d'un rapport de force qui est souvent asymétrique et qui fait rejouer des relations historiques et coloniales qui sont complexes.
Et donc, pour le coup, je trouve que travailler dans des terrains francophones qui ont une relation historique et coloniale avec la France, ça complexifie en réalité, ou en tout cas, il faut vraiment objectiver cette situation pour saisir des biais, des difficultés qui émergent évidemment forcément dans les relations avec les partenaires, dans les enquêtes de terrain, etc. Pour le cas de Maurice, par exemple, qui est indépendante, c'est très différent. Parce que c'est une île indépendante, parce que bon, la colonisation française a été très plus courte, donc on n'a pas, je dirais, une relation historique qui est du même ordre. Et donc, on a effectivement des relations qui peuvent être beaucoup plus faciles, encore une fois, en relation avec cette problématique de la francophonie, parce qu'on est basé à une histoire coloniale francophone. Pour moi, la première piste de réflexion, c'est plus s'interroger au niveau de la francophonie dans les relations historiques qu'on a pu avoir avec ces territoires francophones. Et pour moi, ça change tout. Parce que très compliqué de démêler ensuite les choses. Alors, j'ai un peu travaillé dans les outre-mer français, c'est très complexe. Très complexe parce que le créole est aussi revendiqué comme étant la langue d'opposition à la francophonie et que, évidemment, la langue, c'est bien une dimension politique qui est très forte. Donc, on ne va pas retrouver dans des territoires où le français ou la francophonie n'a pas joué un rôle politique ou historique important. Alors, je réponds de façon un peu oblique à cette question, mais pour moi, c'est un enjeu important. J'avais juste une question très précise sur Maurice. Maurice, le français n'est pas la langue officielle, parce que le Parlement parle anglais, alors que Seychelles, le Parlement parle français. Quelle différence entre ces deux territoires? Et pourquoi il y en a un qui prend le français comme une langue officielle ou pas? Est-ce que non, mais tu connais mieux le territoire que moi. Alors, encore une fois, à Maurice, la colonisation française a duré 2 ans, par rapport à la colonisation britannique qui a duré un siècle et demi. Je crois que les Seychelles, c'est un peu l'histoire a été différente, probablement ça. Et c'est vrai qu'à Maurice, les gens parlent créole et anglais, et ils vont faire l'effort de parler français parce qu'ils sont plus ou moins. Ils sont majoritairement trilingues, mais le français reste quand même la langue distinctive. Et de la langue des instruits, de ceux qui ont des diplômes, qui ont fait des écoles particulières, parce qu'on voit un type distinctif social, et qui pose question alors quand on fait des enquêtes de terrain, parce que les enquêtes de terrain sont créoles, et donc ça implique des traducteurs ou de se former à l'enquête pour mener cette position. Sur un secteur qui est un peu plus technologique, on va dire que la plupart des collaborations sont souvent des collaborations qu'on va chercher par un affect, parce qu'on voudrait établir un lien avec telle ou telle destination. Ça fonctionne comme ça souvent. Après, en fait, il y a, de toute façon, je pense que ce soit les territoires qui sont anglophones ou francophones, sur certains types de pays où l'échelle de temps n'est pas la même. On est parfois trop pressé pour aller sur certains types de projets, sur certains résultats, etc. Et ça ne suit pas forcément. Alors qu'il y a des opportunités majeures, il y a vraiment des problématiques qui sont communes, il y a peut-être même certaines problématiques qui sont beaucoup plus prégnantes et importantes sur ce type de pays que sur les pays occidentaux. Sauf que la mise en œuvre, elle ne se déroulera pas sur la même échelle de temps que ce que nous, on envisage, nous, avec la perception. Et donc, la connaissance du contexte est très importante pour pouvoir vraiment établir des collaborations pérennes. Et moi, je rejoins beaucoup le slide qu'avait présenté Pierre-Marie, vraiment sur cette question d'investigateur. Donc, tout dépend des partenaires avec qui on travaille. Quand on identifie, en fait, parfois, on a l'impression vraiment d'être sur la même longueur d'onde, sans parler. Et donc, il y a certaines choses qui peuvent avancer, qui peuvent aller très, très loin. Et puis, on peut, parfois, juste parce qu'il y a un changement d'interlocuteur, tout peut s'arrêter, en fait. Et on peut basculer vraiment d'une belle dynamique vers rien du tout, ça bloque. Et ça nuit un peu à la pérennité de ce type de collaboration sur ce secteur-là.
Donc, identifier des vrais projets, des vraies dynamiques et puis des lancers qui peuvent durer dans le temps, c'est pas simple, ça complexifie les choses. Sur la longue elle-même, c'est clair que on sera plus à l'aise pour s'expliquer en français qu'en anglais. Moi, ce que je constate, c'est que dans mon équipe de recherche, on parle de plus en plus anglais parce que je reçois des doctorants, des post-doctorants qui ne sont pas francophones. Donc, du coup, à un moment donné, voilà, on s'adapte aussi. Donc, on a des réunions de travail qui sont faites en anglais, des séminaires en anglais, de plus en plus. Donc, et c'est aussi une façon, et je rejoins vraiment, il y a beaucoup de points qui ont été mis sur le transparent de Pierre-Marie que je rejoins, parce que sur la partie rédaction, valorisation, il y a des freins majeurs, parce que de toute façon, on est obligé de se positionner dans la littérature qui est majoritairement anglophone. Donc, et pour le faire, il faut parfois le style de rédaction, l'écriture elle-même du document peut désavantager une production scientifique alors qu'elle a des valeurs relativement à d'autres qui sauraient peut-être beaucoup plus vendre et mettre en valeur leurs travaux avec un apport scientifique, une contribution scientifique qui serait Moi, je vais noter la réflexion de Pierre-Marie, en effet, sur le côté, mais ce n'est pas parce qu'on fait nos recherches en français qu'on ne passera pas par l'anglais, parce qu'il y a un moment, de toute façon, pour la valorisation, pour la communication internationale, on y va. Dans ce domaine anglais, il y a une forme de dichotomie. On a beau être défenseur de la francophonie si on veut se placer sur la scène internationale scientifiquement. Alors, c'est pour le gagnant, mais pour l'instant, la France n'arrive pas à se placer à ce niveau. Se placer entre francophones, mais aussi multifactoriel. Clairement, il y a une diminution globalement du budget de recherche en France, déjà, et donc je ne pense pas que ce soit totalement lié seulement à notre facteur de valorisation qui est dans la langue. Moi, ce que je conseille, et ce qu'on fait souvent avec les collègues africains, c'est une valorisation internationale, ensuite une déclinaison de publications spécifiques, plus approfondies, plus locales, ce qui permet d'avoir à la fois l'international du rayonnement et puis voilà, toucher réellement les acteurs locaux par un nom qui en fait. Ça, c'est aussi partout, faire ce qu'on fait à chaque fois. Alors, sans republier la même chose, je ne sais pas de ça, mais en tout cas en détaillant éventuellement. Je ne sais pas si la scène va un peu réagir à ça, parce que globalement, ce qui est en train de se dire, c'est qu'il n'y a pas de spécificité dans la francophonie pour mieux conduire sa recherche. Je trahis, vous m'arrêtez, mais globalement, c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que c'est une désillusion pour certains étudiants internationaux qui pensaient arriver et construire à la fois leurs études et leur démarrage de recherche dans un contexte purement francophone? C'est un peu ce qu'ils devaient chercher, ou est-ce qu'il y avait déjà cette conscience avant que sur le chemin, en tout cas, des études universitaires et de la recherche derrière, il y a le bout du chemin du genre anglophone. Enfin, le bout du chemin en termes de valorisation de publication, ça fait bien en gros. Mais quelqu'un, j'aimerais bien entendre si on en rien, parce qu'elle est issue d'une culture totalement différente, en fait. Elle est hispanophone, et donc, ce que tu peux me dire quand ça se passe en Amérique latine, comment vous valorisez, comment vous valorisez votre travaux? Est-ce que c'est des journaux locaux, voire sous-régionaux qui sont visés, ou c'est le même problème finalement que nous, c'est-à-dire que ça peut d'abord avoir des journaux anglo-saxons, pour être lus, connus. Comment ça se passe? Oui, normalement, c'est plutôt la plupart des personnes essayent de chercher un journal local en espagnol. Mais c'est vrai qu'il y a plus de culture de publier en anglais dans les journaux anglais parce que c'est le plus fréquent qu'on utilise, par exemple, dans la médecine, c'est plutôt la référence à utiliser des articles en anglais. Après, par exemple, pour mon cas, je trouve que l'Alliance française en Honduras, par exemple, et même l'ambassade française, et là, beaucoup collaboré, par exemple, avec la faculté de médecine
en donnant des bourses, ce qui permet par exemple de faire de nouvelles collaborations et que les personnes soient plus intéressées par exemple pour la langue française. Et en fait, c'est vrai que par exemple, même si nous savons plus l'influence par exemple de la culture américaine, je trouve que après quelques ans, il a plus une influence française parce qu'il y a beaucoup de collaborations et surtout des bourses qui permettent voilà, de en France et de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une diminution de l'influence française au fil du temps, l'inflation, ou au contraire, ça non, au contraire, je trouve que ça manque beaucoup. Il y a un peu les côtés touristes. Mais par exemple, l'Alliance française, depuis qu'il était petit comme ma mère, elle a été toujours que je devais apprendre des différentes langues. Il m'a mis un peu comme je devais pouvoir apprendre la langue française. Après, par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup de. Par exemple, quelquefois, il y a des diffusions de films, un peu plus culturels, et c'est ouvert à tout le monde. Et même l'ambassade était plusieurs des collaborations, même avec l'université, ça permet aussi que tout intéresse. Je voulais intervenir juste sur un point aussi de partage dans les réflexions que tu proposais à la fin de ta présentation, sur le fait qu'il n'y a pas à défendre la francophonie sur la francophonie. Pour moi, c'est la francophonie introduite, c'est justement du plurilinguisme dans un monde qui est aujourd'hui dominé par l'anglophonie. Et que pour moi, développer des recherches en francophonie, ça ouvre peut-être une porte pour qu'on puisse développer des recherches en hispanophonie, dans d'autres langues, etc. Et pour moi, c'est plutôt limité pour une diversité linguistique que pour dire, en gros, anglophonie contre francophonie. Et pour moi, ça n'a pas. Enfin, d'abord, c'est un combat qui est perdu d'avance. Et puis, c'est pas l'intérêt. C'est justement d'essayer de promouvoir au maximum des approches plurilinguistiques et donc pluriculturelles et avec des regards qui, effectivement, peuvent être différents selon les langues. Enfin, moi, je vois Je rappelle que le nombre de francophones va sérieusement augmenter grâce à nos amis d'Afrique subsaharienne. Si tous ne partent pas vers le domaine, ça c'est autre chose. D'autres réactions, prendre la question dans la salle? Sur le. Non, merci. Ça on entend bien, mais. Ouais, on entend. Oui, mais à distance, je suis pas sûr qu'il entende. Je vois le micro qui. Ouais. L'air d'entendre. C'est pas assez. Ouais, non, je me posais juste la question. Jusqu'à maintenant, on a essentiellement discuté de francophonie sur un axe nord-sud. Mais est-ce que les rapports, justement, pour le travail au quotidien, la mise en place de projets, les discussions, l'avancée en co-construction et en collaboration sur une dimension francophone nord-nord, et parfois bien différente. Je ne sais pas si vous avez eu déjà des expériences comme ça. Bien sûr, ce qui était annoncé tout à l'heure est extrêmement vrai. On ne travaille pas de la même façon dans un pays qui a une relation liée à une colonisation de longue date. Et bon, il y a des aspects nord-nord sont aussi différents, mais d'autres enjeux sont en place aussi. Hein. Ils utilisent une langue qui leur a été imposée par atavisme, et parfois il semble la défendre plus que nous. C'est le cas du Québec. Il semble en souffrir. C'est parfois le cas des Belges et du Luxembourg. Je vois ils nous disent, mais on parle anglais, c'est vraiment plus facile. Vous nous avez imposé ça, c'est terrible. Et donc, on dépend toujours un petit peu de ça. Mais voilà, est-ce que vous avez eu déjà des expériences, des relations différentes entre des réseaux volontaires nord-nord et des réseaux volontaires nord-sud? Non, parce que voilà, c'est un niveau du Nord, et le partenariat qu'on a eu, moi j'ai monté un partenariat avec une québécoise sur un terrain Burkina Faso, pas possible. Pour tout dire, oui, on va faire 10 personnes.
Alors, moi, j'ai une expérience de partenariat avec la Suisse, mais j'ai du mal à généraliser parce que vraiment, je pense que ça tient aux personnes du travail, aux équipes avec qui on collabore. Et donc, c'est un peu difficile. Je connaissais effectivement la problématique de la langue, les différentes langues aussi sur le territoire suisse. Hein. J'ai fait un séjour là-bas de plusieurs mois. Enfin, j'ai accueilli la personne. Enfin, je pense que ça s'est très, très bien passé. Donc, en fait, la question de la langue ne s'est jamais vraiment posée. De toute façon, au moment où on arrive à discuter publication publiée en anglais, on se pose pas la question, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, l'interaction au quotidien, elle est enfin, et là aussi, encore, ça dépend du public, parce qu'on a des équipes qui sont hétérogènes, on a souvent des non-francophones dans les équipes, donc avec qui on est obligé d'interagir en anglais. Donc, mais le but de la journée n'est pas absolument de défendre l'idée que la francophonie est mieux dans la recherche, etc. C'était déjà de faire un peu le point. Et bon, j'ai divergence, on en parlait avec Canary, hein, j'estime en effet que l'ambiance francophone amène parfois, par le côté de la façon de vivre, par l'humour qu'on utilise, créer une ambiance que j'ai plus de mal à retrouver dans le contexte anglophone, mais voilà, encore une fois, je suis limité par mes capacités à communiquer dans une autre langue que le français, ce qui limite aussi ces interactions. Donc, ce n'est pas la francophonie qui limite. Hein, la question, elle est, en effet, il ne semble pas y avoir de différence pour faire de la recherche. Est-ce que ça sous-entend qu'il n'y a pas un développement durable à la française? Non, mais est-ce qu'il y a un développement durable à la française, qui est une spécificité dans le fait de le faire avec la tête? À défaut de le faire en langue française, je me demande s'il y a un savoir-faire français qui pourrait changer la donne en développement durable. Ce qui va aussi dans le sens de ce que tu dis, hein, c'est que quand on parle généralement à des conférences, hein, on va tenir les Français qui se regroupent, hein, qui finissent tous ensemble dans le bar. C'est des traditions, c'est-à-dire qu'on interagit, mais en même temps, on aime bien se retrouver effectivement entre nous. Et on a aussi, enfin, en tout cas sur le domaine où je suis, c'est une communauté où on se connaît tous en France, et on est toujours très heureux de se retrouver, que ce soit à travers des travaux, de groupements de recherche UDR ou d'autres actions. Donc, on clusterise beaucoup, parce qu'effectivement, on aime bien ce type d'échange aussi. Et puis lui, franco-français. Alors, sur les questions de développement durable, c'est vraiment c'est ma propre réflexion. Je ne peux pas dire que j'ai l'impression que ça me donne, c'est vraiment une question personnelle. Pas que les pays francophones, mais en particulier la France, on est vraiment en retrait. Mais vraiment en retrait. On est beaucoup dans l'affichage. J'ai utilisé le terme anglophone greenwashing. Je ne pense pas que relativement à des pays scandinaves ou autres, qu'on ait vraiment une vraie prise de conscience de ces impacts, de la nécessité de l'engagement. C'est vraiment de l'affichage. Voilà, c'est mon point de vue personnel et ça va à toutes les échelles, c'est-à-dire à l'échelle de l'action de l'individu, aux institutions, aux instances qui gouvernent, à tous les niveaux. Et du coup, quelle est la stratégie, etc. Je ne suis absolument pas experte du domaine pour savoir, mais en tout cas, voilà, le sentiment que ça me donne, c'est qu'on n'y est pas. Enfin, on n'est pas vraiment engagé. Je ne sais pas à quelle échelle on sera. L'intérêt d'avoir porté l'après-midi sur la notion de responsabilité sociétale face au développement durable, parce qu'il est au niveau entreprise, il doit l'être au niveau individuel. Donc, je suis assez d'accord, hein, des voyages que je fais, etc. Je pense qu'en France, alors c'est pas la francophonie, mais en France, on est très en retard dans la prise de conscience et dans la nécessité de changer, d'intervenir, même si on le dit dans les actes, on n'y est pas. Je ne suis pas assez l'obstructeur pour dire que c'est spécifiquement la France, mais il me semble quand même que par rapport à d'autres endroits,
En tout cas, nous, on avait les moyens de faire beaucoup mieux, vu la 92, la première conférence du Moyen. Ouais, on a commencé à en entendre parler très tôt. On a commencé à dire qu'on le faisait très tôt et on est parfois très en retard sur certains autres pays qui prennent déjà des dispositions. Ça c'est une autre question. Je pense que c'est plus une question politique que de francophonie. On peut pas en parler. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent le mot de la fin, si les estomacs commencent à se poser. Peut-être, moi, j'aurais bien aimé écouter, je crois que par exemple, moi, je vais être franc, il ne faut pas défendre la francophonie. Moi, j'ai vu au Laos, au Cambodge, c'est pas ça. Il faudra dire que je rencontrais des gens, plus ils étaient jeunes, plus ils étaient, moins la langue était connue, appréciée, etc. Et donc, il y a quand même des phénomènes de recul de la francophonie dans certains secteurs. C'est une corrélation avec le nombre de produits. Sur les connaissances du coup, mais voilà, c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup sur ce qui est mieux d'ailleurs quand on va travailler là au Cambodge. Il vaut mieux qu'on initie le programme en anglais et qu'on le fait dessus parce que ça les met aussi dans une ambiance recherche. Où est-ce qu'on garde ce côté égocentrique, de dire bah, nous on est plus à l'aise en français, eux de toute façon ils ont autant de mal en français qu'en anglais, donc autant qu'ils fassent du français. Voilà, et je dis ça, alors je suis un œil libanais, hein, c'est que j'en fais une bibliothèque ces derniers temps. Alors autant la première, parfaitement francophone, etc., que plus ça va, plus ça devient des règles de dire bon, tu me parles en anglais, moi je te réponds en français, et petit à petit, il va falloir parler en français. Donc je ne sais pas si vous voulez donner un avis un peu de ce qui se passe dans la culture libanaise, ou en tout cas, quelle perception vous avez en français pour la recherche, pour le développement. En fait, honnêtement, Il marche de temps en temps, parle fort. honnêtement, c'est vraiment à l'université libanaise. Parce que maintenant, par exemple, il y a des spécialités que tu ne peux pas faire, sauf si tu parles français. Donc, il y a des étudiants qui sont obligés d'apprendre le français pour qu'ils puissent faire ce master ou rentrer dans ce domaine. Alors qu'il y a d'autres universités, c'est ça le problème, qu'il y a des universités qui ne sont pas, c'est pas liées à l'université libanaise et qui donnent tous les cours en anglais. Et comme ça, l'étudiant peut choisir l'anglais pour étudier les disciplines qui ne sont pas disponibles en anglais à l'université libanaise. Donc, ce qui maintient la langue française au Liban, c'est que l'université libanaise fait des collaborations avec la France, d'autres pays, avec des programmes en français. Alors que quelle est la perception des premiers attaqués, des étudiants? Quelle vision vous avez de ça? Est-ce que c'est une contrainte de dire, tiens, il faut qu'on aille vers l'anglais? Est-ce qu'on peut faire, tiens, le seul diplôme qui m'intéresse, c'est du français en français et il faut que je le français? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est quelque chose de. Alors, moi, personnellement, j'ai appris le deux et j'ai suivi deux programmes, l'un en français, l'autre en anglais. Et moi, je trouve ça, c'est mieux. En fait, tu peux suivre des programmes internationaux en anglais et quand même, tu restes attaché un peu à la francophonie et profiter des programmes en français. Alors que maintenant, d'autres étudiants choisissent la langue anglaise parce que pour eux, ce qu'on va faire avec la langue française, c'est un peu rare maintenant de trouver des jobs internationaux et profiter de cette langue. Donc, ça dépend de chaque étudiant. Quelqu'un d'autre a envie de donner un avis, une perception, une contradiction, vous allez voir. C'est non, ça fait pas. En fait, le Miranda, on les cours, on ne contredit pas, mais non. On peut contredire avec la fille, quand même, que nos amis béninois, ils sont un peu frileux par exemple de l'anglais, et ils aiment bien encore continuer à parler. Mon expérience du Bénin, il y a beaucoup d'Africains qui vont me dire, je suis pas, vous êtes encore, vous aussi un peu comme nous, frileux d'anglais, et finalement, on aimerait bien quand même encore travailler en français.
Ça, c'est vraiment cool. Donc, là, je pense que de collaboration en pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Évidemment, on reprend le temps où je pense qu'on va encore déjeuner. Je suis d'accord avec Alexis parce que je pense que très lié autant pendant lequel les colons français ont été sur les territoires, comme ça a été dit tout à l'heure. Je ne sais pas, je connais pas l'histoire du Liban, etc., mais comme la colonisation a eu un certain temps en Afrique centrale et de l'Ouest, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'habitudes des Français, donc on est un peu en retrait de la langue. Même pour moi qui suis Camerounais et je fais du bilingue de ma. Sauf que 4/5 du pays est francophone, l'autre anglophone. Et les francophones ont une tendance à essayer un peu moins que les anglophones. Et quand ils viennent, de l'autre côté, ils essayent vraiment facilement de parler le français, même s'il y a beaucoup de petits débuts. Nous, c'est plus compliqué. Quand je suis arrivé en France, j'ai vu que voilà, c'était un peu francophone en fait. Donc, c'est peut-être toujours le français qui domine tout le monde. Mais vous avez de la chance hein, si les anglophones font des efforts pour parler français, parce que ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Clairement, hein, tu as un anglophone. S'il y avait un anglo-saxon ici, on parlerait plus d'anglais. Une personne qui ne parlait pas de français, 5 qui étaient français, on a tous parlé anglais. Depuis 2016, il y a un problème politique au Cameroun. Il y a dans la partie anglophone, justement, qui est lié à ça. Je crois que c'est parce que les francophones occupent les 45e du pays, justement, que les anglophones, et que qui n'étaient pas en français à l'époque, les anglophones ont dû faire cette histoire et qu'aujourd'hui, justement, ils sont en train de se révéler et demander que tout soit traduit, que tout soit décentralisé, etc. Donc, pour le moment, c'est le français. C'était une répartition qui a eu l'Angleterre. Après, pour l'Amérique latine, je trouve aussi que, par exemple, c'est plus accessible d'apprendre l'anglais que le français. Par exemple, en Honduras, on a, je ne sais pas, 500 écoles avec le système américain, par exemple, alors que pour le système français, on n'a qu'une seule école qui est privée, très chère et très accessible. Et après, la langue française, évidemment, toujours des cours, mais qui c'est assez cher et c'est pas tout le monde qui peut avoir accès. Alors que pour apprendre l'anglais, c'est vraiment plus facile. Et je pense que c'est un peu plus l'influence qui est soit parce qu'on est plus proche aux États-Unis. Voilà. Bien, je crois qu'il est 12h20, vu qu'on doit reprendre à 13h30, ce que je vous propose, c'est de faire une petite donc, oui, il va y avoir assez de monde. Au buffet qui est installé dans le haut et on reprend à 13h30.